Nous, on a un principe aussi qui est assez flagrant et dont on parle régulièrement, c'est que pour nous, l'IA, ça doit être invisible pour l'utilisateur. La bonne IA, c'est celle qui ne se voit pas. Ouais. On n'est Pas pas que ça obligé de... complexifie. Oui, parce qu'on ne va pas mettre des paillettes sur la plateforme juste parce qu'on a envie de dire qu'on fait de l'IA. On le fait et on le fait quoi. Et pour le service de Objectivement, oui. l'utilisateur, exactement. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Merci Ludovic d'être présent et d'avoir accepté mon invitation et notre invitation chez Advisory à venir témoigner dans Product Leader Stories. Bon, dans un premier temps, la petite question traditionnelle, tout le monde est habitué. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es? Bien sûr. Bonjour, je suis Ludovic, je suis directeur produit chez Le Bon Coin. Je suis directeur produit d'une TREM, donc je reviendrai un peu dans l'organisation derrière, des équipes qui sont un peu corps et transverses au sein du Bon Coin. J'ai un parcours un peu atypique, on va dire, un peu pas commun. J'ai toujours balancé depuis longtemps entre la partie gauche et la partie droite de mon cerveau. J'étais destiné plutôt à des études scientifiques et finalement j'ai fait plutôt des études artistiques. Donc j'ai d'abord été photographe professionnel, donc il y a 20 ans j'étais photographe. Je me suis reconverti aux alentours de 2010. J'ai fait une formation assez rapide qui m'a lancé vraiment dans le numérique, qui était un tournant en fait fin des années 2010 et donc le marché de la photo s'était un peu effondré et donc j'avais décidé de changer de vie aussi. J'ai commencé d'abord comme web designer freelance. J'ai fait ça pendant un peu plus d'un an. Mais le fait d'être à distance et pas dans une équipe, j'avais vraiment envie de changer. Et donc j'ai changé radicalement pour partir côté développement. Donc j'ai commencé chez Mythic en 2011 comme développeur. Puis j'ai évolué comme engineering manager. Et après, du coup, je suis passé côté produit. Donc il y a 10 ans maintenant, ça fait 10 ans que je suis au produit. D'abord comme PO. Et maintenant 7 ans que je suis chez Le Bon Coin. Je suis arrivé en 2018 comme product manager senior. Et maintenant, ça fait à peu près 4 ans que je suis directeur produit. Chouette. D'ailleurs, petite question, parce que en plus, j'ai fait pas mal d'épisodes ces derniers temps avec beaucoup de directeurs produits, CPO, head of, qui viennent de l'ingénierie. T'en fais partie du coup. Euh, pour toi, est-ce que c'est une voie royale ou pas? Et peut-être quels avantages et inconvénients, comment tu vois les choses? Alors, je ne sais pas si c'est une voie royale. Je sais que, en fait, pendant très longtemps, globalement, il n'y avait pas vraiment de formation pour faire du produit C'est pas numérique. faux. Donc, en fait, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes au produit qui sont arrivées par des voies un peu détournées. Par contre, j'y vois une vraie force. En tout cas, dans la considération des stratégies, de ce qu'on doit mettre en place, le fait d'être pragmatique aussi sur des choix et des solutions, ça permet aussi d'être à l'écoute de la partie tech de notre plateforme et du coup de l'écosystème tech, donc les développeurs, les DearTech aussi. Je trouve que ça a au moins cet avantage de permettre de s'entendre aussi sur ces solutions-là, même si finalement dans mon parcours, comme j'aime bien osciller entre les deux, euh, moi, c'était vraiment plutôt la partie créative et la partie humaine aussi, ça faisait partie de mes valeurs. Et donc le produit, en fait, me correspondait vraiment. Et vraiment, comme j'avais fait une formation qui était relativement courte, qui m'a donné de bonnes bases, hein, j'avais quand même bien travaillé là-dessus. Mais je me ressentais vraiment plus dans la partie produit que dans la partie purement tech. Ouais, tu as un équilibre entre les deux, C'est ça. finalement, avec le produit. Ok, et justement, peut-être dernière question de curiosité, après j'arrête de t'embêter avec ça. Pas de souci. Est-ce que tu utilises justement aussi encore ce background créatif? Est-ce que ça te sert parce qu'on peut se dire, bon, la photo c'est quand même loin du produit, mais peut-être qu'il y a des choses que tu viens chercher aussi. Oui, alors, en tout cas, j'ai une vraie appétence pour l'expérientiel, mais aussi la qualité du design. Donc j'ai vraiment un œil très critique là-dessus. J'aime bien aussi continuer à le faire. Alors, du coup, ça pourrait énerver pas mal du X, Ouais, tu vas mais bien me challenger. je fais des maquettes. Ça m'arrive. Je ne le fais plus, je préfère vous le dire.
je le fais un peu de mon côté. Mais j'aime bien ça, vraiment la partie créative, la partie expérience, dans ce que j'aime vraiment, ce que j'apprécie dans certaines typologies de produits, c'est vraiment l'œil que je vais avoir dessus, sur, oh là, c'est intelligent ce qu'ils ont fait, ah, c'est super beau, mais il faut pas que ce soit que beau, il faut que ce soit vraiment fonctionnel. Donc c'est vraiment tout ce qui va apporter un peu ma flamme sur le produit. Bon, les UXUI de Le Bon Coin viennent pas te voir, quoi. Ils ont peur de Si, toi. bien sûr que si. Ils ont pas peur de moi. Chouette. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et du coup, si on revient un petit peu, bon, Le Bon Coin, c'est une marque connue des Français. Je pense qu'on n'a pas trop besoin de représenter ça. Mais peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer l'organisation, comment vous êtes organisé, Tout à fait. et peut-être aussi la typologie de produits, parce que bon, on connaît la marketplace qui a fait la renommée, mais il y a peut-être plein d'autres produits, et plein d'autres dans la galaxie Le Bon Coin qu'on ne connaîtrait peut-être un peu moins. Donc chez Le Bon Coin, on est 1500, on est loin de l'image de quelques personnes dans un garage. On a toutes les typologies de métiers représentées, donc ça va de PNT, mais aussi au marketing, à la communication, au sales, au RH évidemment, mais aussi la finance, tout ça. Et donc globalement, on a toute une galaxie de métiers représentés chez nous. Et donc principalement chez PNT, on est 700. On est organisé sous un principe de tribe. Donc on a 5 tribes majeurs qui dedans regroupe un ensemble de crews qui regroupe des équipes, donc des squads. Et du coup, ça représente 700 personnes à peu près. Et en termes de typologie de produits, il n'y a que la marketplace. Alors, il y a principalement, la mobile, j'imagine. Alors, principalement, c'est Le Bon Coin, globalement en application et en web, et c'est orienté pour les particuliers, qui est vraiment la majeure partie de nos utilisateurs, mais aussi avec des produits pour les professionnels. Tout à fait. Et donc sur les marchés principaux, donc on a l'immobilier, l'automobile, mais aussi le marché biens de conso. Et comme on touche à peu près plusieurs verticales, donc on a ces verticales-là, plus la partie emploi, la partie vacances. Ah oui, emploi vacances, qui sont d'autres verticales. Tout à fait. Ok. Et aujourd'hui qu'en France, hein. Aujourd'hui qu'en France. Ok. C'est une volonté, non ou t'as peut-être pas le droit d'en parler. Alors pour l'instant, on se concentre déjà sur cette population-là. On a encore beaucoup de choses à faire, mais après, on verra plus tard. Ok, chouette. Dans ma vision des choses, Le Bon Coin, c'est quand même une organisation déjà qui est un pure player digital, qui expose, j'imagine, une certaine maturité produit. Où est-ce que vous en êtes dans votre pratique de la discipline du product management? Est-ce que votre pratique du produit, elle a évolué avec les années? Est-ce que l'organisation, j'imagine, a bougé, a grandi aussi? Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, ça veut dire quoi faire du produit chez Le Bon Coin? Alors, en fait, de mémoire, quand je suis arrivé, on était 750 à peu près. Donc, on peut voir que la population, le nombre de personnes chez Le Bon Coin a doublé du coup en 7 ans où je suis là. Quand je suis arrivé, je crois qu'on était à peu près 200 chez PNT, donc on voit qu'il y a une réelle évolution. Donc forcément, en fait, l'organisation se réinvente continuellement. Donc c'est quelque chose qui bouge complètement. Globalement, tous les ans, en fait, il y a des changements, puisque du coup, on sait aussi s'adapter. En fait, on est une organisation très agile. Et donc, il me semble que par le passé, enfin en tout cas, avant que j'arrive, globalement, c'était plutôt des équipes plateformes. Et on s'est organisé, donc comme je disais, par un principe de tribe. En fait, aujourd'hui, si je devais parler de mon périmètre, je m'occupe de toutes les équipes core transverses, donc vraiment toutes les horizontales chez PNT, puisque du coup, j'ai un crew qui s'occupe du parcours acheteur. Donc ça va être le dépôt d'annonces, l'automatisation du dépôt d'annonces, la partie messagerie, donc l'infra et l'expérience et le messagerie. J'ai aussi les dashboards de pilotage pour les pros, donc tout ce qui est analytics, qui leur permet de piloter leur business au sein du Bon Coin. J'ai aussi du coup une autre organisation qui est sur le parcours acheteur, donc c'est tout l'expérientiel de recherche, l'algorithmie de recherche, la personnalisation, les pages annonces, et la partie acquisition, donc avec le SEO, plus le contenu publicitaire, puisqu'on a aussi cette partie-là sur notre plateforme, évidemment. J'ai aussi une organisation qui est autour du trust, et des outils. Et donc, ça va être tout ce qui est authentification, sécurisation, la mise en avant du profil et donc vraiment tous les indicateurs de trust entre utilisateurs, plus tout ce qui est algorithmie de modération et de protection, justement, de gestion de la fraude sur la plateforme. J'ai aussi le CRM, qui est vraiment très transverse aussi, et une équipe de PMO.
j'ai la chance en tout cas d'avoir une équipe très talentueuse qui m'entoure justement sur ce cœur de plateforme. Et à côté de ça, il y a des tribes qui sont très orientées verticales. Ok. Donc, il y a la tribe qui s'occupe de la transaction et de la monétisation, donc tous les parcours d'achat, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a plusieurs années maintenant. Il y a une tribe qui est spécialisée, et donc qui spécialise la plateforme pour l'automobile, une autre pour l'immobilier. Et il y a encore une tribe mais qui est la plus technique, c'est vraiment toutes les équipes infra, data et Transverse excellence par la tech, opérationnelle. quoi. Tout à fait, oui, exactement. Ok, très clair. Et donc, dans ces sous-ensembles, après, il y a vraiment des squads qui sont, elles, vraiment très spécialisées sur une partie d'un parcours, comme je disais Ouais. tout à l'heure dans les exemples. Et donc, ils vont vraiment se découper ce périmètre et après, du coup, s'interfacer avec d'autres équipes, puisque du coup, c'est un des enjeux qu'on a chez nous, c'est de gérer ces dépendances. Ah oui. Gérer, du coup, 60 équipes, c'est pas toujours très simple quand on veut donner une vision claire de ce qu'on va faire. Et c'est justement ce que c'est bien parce que tu m'introduis, c'est exactement ma question dans une équipe aussi complexe, enfin, qui est quand même sacrément importante à l'échelle. Comment vous gérez justement les interactions, les dépendances pour conserver une logique globale d'ensemble et quelque part s'assurer au maximum du possible d'être convergent sur la vision, la stratégie Ouais. de l'entreprise, quoi. Alors déjà, le premier principe, c'est qu'on donne une vision à 3 ans. Donc on construit avec tous les indicateurs possibles pour construire un peu cette stratégie-là. Donc on se source sur nos utilisateurs, leurs besoins, puis les évolutions aussi de tendances qu'on doit observer. On a la chance d'avoir 30 millions d'utilisateurs mensuels. Sacré volume. Donc on a pas mal d'insights, en tout cas, sur lesquels on peut aller baser. Et donc cette idée-là, on va la travailler avec les marchés également, puisque du coup, c'est important aussi de voir les indicateurs de croissance qu'on doit aller chercher. Et donc, sur cette vision-là, on va aller construire une vision produit qu'on donnera à 3 ans. On la renouvelle tous les ans parce que, évidemment, la vie change et donc les indicateurs peuvent changer et donc on doit se réinventer régulièrement. Donc, en tout cas, le principe de base, c'est de donner cette vision-là sur 3 ans. Vraiment, c'est essentiel de pouvoir donner cette projection-là parce que du coup, tout le monde va s'y inscrire aussi bien le produit que la tech. Et je rappellerai aussi tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup parlé produit, mais globalement, à chaque échelle, on a toujours un binôme produit et tech, que ce soit CPO, CTO, directeur produit et directeur tech, head of produit, head of tech. Et dans chaque équipe, il y a un PM et un engineering manager. Et à chaque fois, on doit être très associé. C'est essentiel. Et donc, pour revenir à comment on construit ces interactions, donc en fait, on a vraiment cette vision-là à 3 ans, on la renouvelle tous les ans, et après, donc on est sur un modèle qui est plutôt Scrumban, donc on va construire des roadmaps tous les trimestres avec des sprints, du coup, pour aller construire tout ça. Et donc, on a tout un travail où on a calé vraiment des phases de construction, puisque du coup, on doit avoir les besoins de dépendance, soit entre équipes, soit des besoins à marché. On va aller les construire aussi avec les UX, avec les insights, la data qu'on va récupérer, en tout cas pour construire un peu tout ça, et vraiment être aussi dans la collaboration avec tous les métiers pour avoir la meilleure stratégie possible. Et donc, on a toute une phase où on va préparer les besoins, après préparer une vision potentielle des solutions avec l'équipe. Et donc, on a des phases très calées où on récupère les besoins, on fait une première projection qui est travaillée au sein de l'équipe, soumise au head-off. Ensuite, les head-off nous la présentent. Et nous, à la direction, on voit vraiment l'intégralité des dépendances. Mais surtout, ce qui est essentiel à la base de tout ça, c'est que côté direction produit et tech, on vient donner les 3 top prios pour canaliser. Parce que, évidemment, avec 60 équipes et des directions qui pourraient sembler un peu contraires, mais en tout cas qui sont très personnelles à chaque fois dans chaque trade, c'est essentiel de donner les priorités majeures pour tout le monde, parce que tout le monde sait s'y inscrire. Et donc ensuite, sur des besoins qui pourraient être un peu plus long terme, ou en tout cas un peu nouveaux, mais qui nécessiteraient des grosses artilleries, ce qu'on va caler après dans cette roadmap-là, c'est le temps de discovery qui va être essentiel. Justement pour aller dire, OK, ce trimestre-là, on va pas pouvoir le faire. Par contre, au prochain, on aura travaillé toute cette stratégie, on sera aligné pendant le trimestre, et justement, on sera capable de pouvoir lancer la réponse aux hypothèses ou aux besoins qui auront été évoqués justement dans la liste des besoins. Ok, super intéressant. Et après, vous l'alimentez en continu C'est alimenté en continu puisque
Comme je disais tout à l'heure aussi, chaque équipe a un peu un périmètre propre. Ouais. Donc, c'est des spécialistes de leur domaine. Évidemment, ils ont une projection, parce qu'en fait, c'est pas la direction qui décide de tous les Ouais. sujets. On s'attend quand même à ce que les équipes nous les remontent, parce qu'on n'est pas, on a tous fait ce métier-là, mais dans l'absolu, c'est quand même bien que ça remonte de chaque équipe. Donc, nous, on s'assure juste de la cohérence, de la priorisation aussi des actions, pour justement suivre quand même la stratégie derrière. Ok, très clair. Peut-être une question que j'ai pour toi spécifiquement. Euh, Quand on pilote une traîne comme ça qui est horizontale, justement, euh, c'est quoi les spécificités par rapport à des verticales? Parce qu'on a plutôt souvent des verticales. Et d'ailleurs, on ne sait jamais trop comment gérer l'horizontalité. Donc, peut-être c'est quoi ton retour d'expérience, ton feedback par rapport à ça? Et voilà, quel conseil tu donnerais à des boîtes, justement, qui veulent peut-être tacler le Alors, côté horizontal comme ça de bout en bout? ça demande beaucoup d'écoute, en fait, Mhm. parce que comme on a beaucoup de dépendances, on est aussi au cœur Particulièrement. des besoins des autres, en fait. Mhm. Parce que si on a une équipe verticale qui a besoin de spécialiser le parcours de dépôt, par exemple, Ouais. et ben c'est faut que ça puisse se caler dans ses priorités, dans celles de l'équipe. Et donc ça, c'est souvent beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. Et ça demande aussi un travail de synchronisation globale. Vraiment de se dire, OK, j'ai tous ces besoins-là, faut que ce soit priorisé. Et après, s'il y a un besoin de surpriorisation, il y a beaucoup d'échanges entre les équipes, mais aussi entre les directeurs. Et c'est essentiel qu'on arrive avec un avis tranché et aligné, mais basé aussi sur pas mal de données rationnelles. Par exemple, là, cette fonctionnalité-là va avoir plus d'impact que celle que tu me demandes. Donc, aujourd'hui, je ne le fais pas, on le fera la prochaine fois. Mais ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que le besoin de la verticale va être certainement plus prioritaire qu'un besoin d'évolution qui pourrait être purement produit sur un parcours transverse. Donc c'est globalement ça, c'est beaucoup d'échanges rationnels, et c'est aussi l'une des valeurs du Bon Coin, hein, très honnêtement. L'une des valeurs du Bon Coin, c'est la proximité. Et donc, il faut qu'on sache l'appliquer dans chaque échange et dans chaque moment en fait de notre vie au quotidien. Ok, ok, très très clair. Euh, Peut-être un des enjeux, j'imagine, que vous prenez, on en a un petit peu parlé de manière horizontale, et c'est le sujet du moment, c'est l'IA. Tu me Tout à disais fait. en off que tu faisais de l'IA depuis très longtemps, Oui, et c'est vrai que l'IA, ça a beaucoup changé entre l'algorithmique, le machine learning et la Gen AI aujourd'hui. ouais. Voilà, il y a quand même différents mouvements. Euh, Pourquoi j'imagine que c'est lié à l'horizontalité, mais du coup, est-ce que tu as ce mandat-là? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu souhaites en faire? Euh, alors, en faire plein de choses. J'imagine. Effectivement, un des sujets du moment, parce qu'on en parle beaucoup et parce que c'est très trendy en fait depuis, surtout depuis l'arrivée des LLM. Mais en gros, chez Le Bon Coin, on en fait depuis plus de 10 ans. Le premier modèle qu'on a mis en place, c'était en 2014, autour de la modération automatique des annonces d'ailleurs. Ok. Mais aujourd'hui, on a plus de 80 use cases qui sont directement en prod. Et donc ça, c'est vraiment un thème sur lequel on travaille depuis longtemps. Et ça fait partie aussi de notre approche produit, puisque en gros, pour nos utilisateurs et pour notre plateforme, vraiment l'enjeu, c'est d'être fonctionnel, qu'on soit simple, qu'on soit fluide et le plus automatisé possible, puisque du coup, qu'est-ce qui rend un produit simple Et et efficace. fluide et donc efficace? C'est que la charge mentale de l'utilisateur, quand il arrive, soit la plus faible possible. Et donc, on travaille au quotidien à vraiment automatiser la plupart des parcours. Et donc ça, l'intelligence artificielle nous le permettait déjà depuis plusieurs années, puisque du coup, on faisait quand même du ML depuis un moment. Et maintenant, avec le LLM, c'est un peu une révolution qui nous a percuté, mais d'un point de vue mondial, hein. Et donc sur le produit, c'est quelque chose qu'on doit vraiment aussi appliquer de façon aussi juste et équitable. Par contre, il ne faut pas le faire non plus pour faire de l'IA. Justement, dans la pratique du produit, toi qui as pas mal de recul et de feedback là-dessus, si on centre sur l'IA, entre le ML et le LLM, est-ce que tu vois des manières d'opérer et de le faire Oui, tout à fait. Déjà parce que c'est pas forcément avec les mêmes personnes, du coup, qu'on va travailler, et du coup, pas le même savoir. Mais globalement, il
il faut s'y prendre un peu à l'avance quand on veut faire du ML, puisqu'il faut aller récupérer tout un ensemble de données pour faire travailler un modèle et puis lui faire apprendre derrière. Le LLM, c'est un peu différent encore, parce qu'on peut déjà passer sur une phase où on va tester rapidement des prompts, justement pour répondre à un enjeu. Et ça, on le fait régulièrement. On a plusieurs use cases comme ça, où vraiment on a mis des modèles en place et on a su apprendre très très rapidement des retours. D'un développement qui va être purement expérientiel, donc vraiment sur l'expérience front, où là, du coup, c'est assez carré sur la façon dont on doit spécifier et avancer. Mais dans tous les cas, on a un peu le même retour derrière. C'est-à-dire que globalement, euh, un principe de base dans la pratique du produit, vraiment, c'est un message que je passe aussi, c'est l'A/B test. On ne peut pas faire du produit sans faire d'A/B test pour moi. Et donc, on doit décider sur la base du plus efficace, sur une base de données qu'on va récupérer. C'est essentiel de faire ces choix-là. En fait, le produit, c'est un peu, c'est un peu comme jouer aux échecs. Il faut toujours avoir 3 coups d'avance et les alternatives si ça marche pas. Exactement. Et donc, dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qu'on doit opérer. Alors, dans l'expérientiel, on doit faire de l'A/B test. Dans du ML, on doit aussi faire de l'A/B test et récupérer vraiment les modèles qui marchent le mieux. Et puis sur les LLM, forcément, parce que du coup, les prompts, on apprend à les faire. Et donc, au début, on va peut-être pas avoir quelque chose de très très bon, même si on doit le tester même avant de le lancer. Mais par contre, après, on doit forcément avoir des résultats qui vont apparaître et donc faire des tests pour savoir quel prompt est le plus efficace que l'autre. Et c'est quelque chose qui vit vraiment dans le temps. Il faut vraiment continuellement le faire évoluer. Et quand tu t'évoquais quand même un certain nombre de use cases que vous avez déployés et craqués par, par l'IA, est-ce que tu as une manière d'opérer, c'est très, très frameworkisé, ou au contraire, avec la pratique, avec l'apprentissage des collaborateurs, c'est quelque chose qui s'est affiné et qui est dans votre manière d'opérer tout simplement? Alors, je dirais que ça dépend des parcours. Ok. On n'a pas de framework très figé, en tout cas pour la création des modèles qu'on a en place. Je dirais que ça se fait souvent en fonction du parcours et de la donnée qu'on a en amont. Mais on a des parcours sur lesquels on a vraiment eu beaucoup de données en amont et donc on est capable de construire des modèles très solides et globalement on arrive à mettre en place un modèle assez, enfin pas forcément très rapidement parce que ça demande du temps, mais une fois qu'on l'a mis, on vérifie, mais globalement ça fonctionne. Par exemple, si on a l'automatisation on pré-remplit des critères au dépôt. Et globalement, les modèles qu'on avait avant évoluent. Et puis après, on a ouvert sur de nouvelles catégories de produits. Et globalement, on sait que c'est efficace quasiment dans pas loin des 100%. Et justement, sur ce type de sujet, comment tu gères build et run? Parce que tu dois tout le temps avoir des nouveaux cas d'usage ou des Tout à idées. fait. Et puis les technos évoluent tellement vite qu'on se dit, tiens, il y a du potentiel pour aller chercher de nouveaux sujets. Et en même temps, tu as tout ce que vous avez produit jusque-là à maintenir. Comment Ouais. comment tu arrives à... Alors, c'est souvent un calcul un peu compliqué à porter, puisque du coup, on essaie de faire évoluer le produit très vite. Ouais. Mais il ne faut pas oublier ce qui existe déjà et comment on doit le transformer. Donc c'est souvent un équilibre qu'on doit mener dans les roadmaps. On doit garder du temps pour faire évoluer, mais faut savoir que du coup, on a quand même une force de développement qui est assez phénoménale et on arrive à faire évoluer quand même le produit assez rapidement. Par contre, c'est vrai qu'on a un coût de maintenance derrière qu'on doit assumer et passer du temps à réparer. Ok, très très clair. Très clair. Est-ce que le- sur les cas d'usage, vous avez une logique de priorisation? Tu parlais de priorisation sur Tout à fait. priorisation. Voilà, comment tu mesures la valeur sur de l'AI? Parce que ça peut être un peu moins pragmatique quand même avec Sur certains les AI? sujets. Ouais. Ouais, alors déjà, il y a un principe de base, c'est que ça doit maintenant faire partie des réflexions dans les solutions. Mais c'est une solution, Ouais. c'est pas C'est pas la la solution. solution. C'est pas toujours la solution. Et donc, je leur dis toujours globalement, si un CTA suffit, mettons un CTA. On va pas déployer un modèle juste pour faire de l'IA. On fait pas vraiment, je le répète, faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA, puisque du coup, on est aussi on a un principe chez nous, c'est on est quand même un produit qui a un impact sociétal et environnemental, donc il faut aussi l'appliquer quand on réfléchit à ces projets-là. Par contre, ça doit maintenant faire partie des principes de base, des solutions potentielles à étudier pour aller répondre à un enjeu. Sur la priorisation, on va se baser vraiment sur l'impact.
on priorise pas un sujet si on n'estime pas l'impact. On va pas se faire plaisir pour faire un projet d'IA. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'objectif qu'on va donner à la fonctionnalité qu'on veut produire à travers de l'IA va avoir l'impact et accusera justement les coûts possibles parce que c'est pas non plus gratuit, l'intelligence artificielle. Et donc, on doit assurer aussi le ROI. Et donc, quand on fait une fonctionnalité, elle doit avoir de l'impact pour l'utilisateur, de la valorisation du produit pour nous et avec un impact mesuré sur justement ce qu'on va avoir en termes de coûts derrière. Ok, très très clair. Ouais, non, Mais c'est au service de l'utilisateur. Et c'est toujours au service de l'utilisateur. et ça, c'est important parfois. Exactement. Je pense, de le rappeler. Ouais, très très clair. Et est-ce que, parce que encore une fois, vous êtes pure player, donc je pense qu'il y a une certaine maturité chez vous. Est-ce que l'IA, malgré tout, ça reste une transformation dans le sens où est-ce qu'il faut acculturer les gens, j'imagine quand même les former, même si c'est des product people. Et je sais qu'il y a des équipes tech plus ou moins résistantes aussi vis-à-vis de ces technologies-là, à tort ou à raison d'ailleurs. Donc voilà, comment tu appréhendes le sujet si tu portes aussi ces initiatives-là? Est-ce que c'est un sujet aussi chez vous d'évangélisation, de vulgarisation, de transmission, de diffusion? Eh bien, je crois que tu as tout donné à peu près en termes de réponse. Oui, c'est un sujet où malgré tout, il faut quand même aller transformer l'entreprise. Okay. On a la chance chez Le Bon Coin, c'est que du coup, on a quand même eu les moyens de le faire, de transformer l'ensemble de l'entreprise. Et c'est pas que PNT notamment, c'est tous les services sont accompagnés à cette transformation. Et globalement, alors c'était déjà le moment il y a quelques années, mais c'est vraiment le moment d'embrasser le sujet. Donc, il faut vraiment embrasser l'IA parce que on ne peut pas rester à côté de ce bouleversement, ce challenge qu'on a à l'échelle tech qu'on a aujourd'hui. Et donc, en fait, on doit vraiment transformer l'entreprise. Et donc, ça transforme le produit. Surtout qu'historiquement, il y a toujours eu un peu, pas une scission, mais bon, le produit, c'est le produit, la tech, c'est la tech, quoi. Et donc, au produit, bon, dès que ça devient peu tech, tout le monde n'est pas hyper à l'aise. Et donc, ça a souvent été un peu, dès que c'est complexe, on n'a pas forcément envie de s'y intéresser. Bon, après, j'ai un principe, moi, c'est que du coup, j'ai toujours embrassé les deux. Voilà. Et c'est essentiel d'avoir ça en tête depuis toujours, mais encore plus avec l'IA maintenant. Et surtout, ce qu'il faut, c'est comprendre comment ça fonctionne. Mais on ne demande pas de comprendre toutes les fonctions mathématiques qui sont derrière. Il faut comprendre comment ça fonctionne, et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut l'utiliser. La chance qu'on a maintenant avec les LLM, c'est que c'est accessible, et c'est accessible à tous. Maintenant, pour savoir comment ça fonctionne bien, faut l'utiliser au quotidien. Donc globalement, c'est comme ça que on a décidé aussi d'embrasser cette transformation au côté produit. Et donc il faut acculturer les gens, il faut les former. Donc on a mis en place des formations. On a un suivi régulier pour si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. On a quelqu'un qui nous aide aujourd'hui et qui donne un peu des tips par-ci par-là pour savoir comment on peut améliorer ça. Moi, je fais partie des gens qui produisent aussi des GPT pour les PM. Maintenant, il y a des head-off qui le font, il y a des PM qui le font. On produit des solutions qui peuvent aider tout le monde justement à embrasser ce changement parce que c'est important de savoir comment on peut automatiser sa vie au quotidien parce que in fine, on comprend comment automatiser la vie des autres au quotidien. Et nos utilisateurs, globalement, ils ont besoin qu'on leur automatise la vie. Et donc, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut l'utiliser. Et ça... Le eat your own dog food. Exactement. Parce que ça, c'est... comme je leur disais, globalement, moi, je suis né sous Giscard. J'ai connu les écrans noirs écrits en vert. J'ai connu des disquettes qui étaient plus grandes que les télés de maintenant. J'ai connu du coup l'arrivée des écrans couleurs, de Windows qui ont changé la face vraiment de l'usage de l'ordinateur pour tout le monde. J'ai vu l'arrivée des jeux vidéo, l'évolution. J'ai vu l'arrivée de l'Internet. J'ai vu l'arrivée des smartphones qui a complètement changé l'usage aussi du produit. L'IA est arrivée, change vraiment le monde en fait dans lequel on vit et il faut vraiment s'intégrer dans ce monde-là parce que sinon on restera à côté quoi. Et aujourd'hui c'est pas possible de se dire que le métier du produit reste distant de l'IA et de son usage. Il faut vraiment le comprendre, l'apprécier et il faut vraiment l'épouser quoi. Mais toujours de façon responsable et pour l'utilisateur. Ouais, tu as raison de rappeler ça à chaque moment, parce que c'est vrai qu'on va en parler, mais c'est consumériste et en plus, parfois, ça peut
peut vite sortir dans une logique R&D, loin des usages et loin de l'impact. Exactement. Euh, Quel retour d'expérience tu donnes? Parce que est-ce qu'à un moment aussi ce mandat de diffusion, de propagation, de déploiement dans l'organisation, ça te défocus pas du terrain, de ta mission? Comment tu équilibres ça? Est-ce qu'à un moment, tu vois, les gens qui nous écoutent, ils te disent, tiens, je veux déployer dans l'organisation. Est-ce que c'est la core team qui fait de l'IA qui doit le faire? Est-ce que c'est une Non. équipe détachée, dédiée? Enfin, comment tu vois les choses là-dessus? Pas du tout. En fait, il faut vraiment que tout le monde le fasse. Ouais. D'ailleurs, nous, on a les parcours transverses, mais en fait, les équipes verticales font de l'IA l'IA aussi. bien Oui, sûr. oui. Et donc, en fait, ça doit pas être, ça doit pas vraiment être Siloté, ouais. siloté et un domaine réservé à une petite partie de la population, parce que globalement, ça fait une équipe qui se fait briller et qui maîtrise le savoir, et les autres qui restent à côté et qui pour le coup, pourraient être un peu étonnés de faire des sujets qui paraissent un peu moins brillants. Donc certainement pas, il faut vraiment que tout le monde le soit, et vraiment que ce soit côté produit et côté tech, tout le monde embrasse ce changement. Ouais. Chouette. Et après, toi, si c'était à refaire, etc., est-ce que c'est une équipe dédiée de cette diffusion globale ou est-ce que c'est les gens qui œuvrent au quotidien et qui doivent En venir fait, dessus? en fait, c'est les deux. Ok. Globalement, normalement au produit, on doit être curieux. Mhm. Donc en fait, il faut aussi avoir cette part-là d'aller le chercher de soi-même. Par contre, une équipe qui accompagne la transfo, ça a au moins l'avantage d'avoir des personnes qui sont 100% du temps dédiées à pouvoir aider les gens à monter en compétence sur ce sujet. Et donc, en fait, je pense que les deux sont... Je ne m'attends pas spécialement à ce que ce soit magique tout le temps. Ça prend du temps aussi d'apprécier des fois des changements ou des habitudes de travail avec de l'IA ou toute autre nouvelle technologie qui pourrait apparaître. Mais c'est important d'avoir la curiosité d'un côté et les moyens d'être formé pour vraiment être efficace vraiment au global. Ok, très clair. Super intéressant. Justement, après, dans vos choix, on a déjà parlé de Prio, etc., mais tu m'as rappelé quand même de garde-fous, que ce soit pour les utilisateurs et que ça soit responsable, entre guillemets. Est-ce que là-dessus, pareil, vous avez une logique, tu as des garde-fous, tu mesures, tu fais attention à ça, et si oui, comment? Alors, dans l'absolu, on va déjà, comme je disais tout à l'heure, mettre en place des objectifs Ouais. fins. Donc, Ok. on attend à avoir des résultats. Et donc, si on ne les a pas, soit on retravaille, soit on arrête. En fait, il faut aussi se donner ce droit-là. Ouais. Et ça, c'est aussi une règle que je me suis toujours appliquée. De Si une pouvoir, fonctionnalité ne fonctionne pas, qu'il est. il faut pas forcément la garder, quoi. Soit on se décide d'investir du temps pour la retravailler, soit elle a le droit de ne pas exister aussi. Donc déjà, il y a ce principe-là. Donc, on cherche à avoir de l'impact. Donc, il faut savoir c'est quoi l'objectif. Est-ce que je vais impacter et dans quelle mesure la vie de mon utilisateur? Est-ce que ça va vraiment lui rendre service? Parce qu'en fait, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Est-ce que ça va lui rendre service dans son parcours? Nous, on a un principe aussi qui est assez flagrant et dont on parle régulièrement, c'est que pour nous, l'IA, ça doit être invisible pour l'utilisateur. La bonne IA, c'est celle qui ne se voit pas. On n'est pas obligé de... Oui, parce qu'on ne va pas mettre des paillettes sur la plateforme juste parce qu'on a envie de dire qu'on fait de l'IA. On le fait et on le fait, quoi. Mais pour le service de l'utilisateur, exactement. Donc, on va chercher à mesurer vraiment cet impact-là. Et après, on essaye aussi de faire ça de façon raisonnable. Donc, on doit étudier est-ce que c'est vraiment la bonne solution. Et ça, c'est vraiment un principe de base. Le troisième aussi, c'est de faire très attention parce que ça peut être aussi vecteur d'hallucination. Oui. Et donc ça, on doit être très vigilant à maîtriser, vraiment toutes les erreurs qu'on pourrait apporter, hein, notamment le LLM, parce que le ML encore, on est à peu près serein là-dessus. Sur les LLM, il faut vraiment être très, très attentif à ce que ça pourrait faire déborder. Notamment, on gère la description automatique. Si on se met à déclarer des critères qui pourraient ne pas être les bons par rapport aux produits vendus, ça pourrait être un problème. Donc on fait très attention à ce qu'on produit pour que ce soit le plus efficace possible. Mais ça, on a aussi développé beaucoup d'outils pour avoir ces garde-fous autour des hallucinations. Très clair, très clair. Peut-être un autre enjeu qui était intéressant, qu'on a évoqué et qui peut intéresser beaucoup de personnes dans notre auditoire, c'est le sujet de l'accessibilité, qui est un sujet réglementaire. Je ne sais pas si tu as des sujets réglementaires dans l'AI aussi, mais qui est un sujet après, pour le coup, vous avez dû maîtriser avec votre legacy, parce que le bon coin était déjà en place, j'imagine, quand les réglementations, RG2A, etc. arrivent. Donc voilà, comment
comment on appréhende un sujet réglementaire. Je crois que vous avez pris le taureau par les cornes Tout à fait. là-dessus, avec une capacité à rendre le produit accessible, qui est un produit déjà existant, donc avec toute la complexité. Exactement. Et en plus, j'imagine aussi ne pas déroger à une expérience utilisateur premium. Là-dessus, comment vous avez... Alors, ça a été un vrai travail et je tiens d'ailleurs à souligner que les premiers à nous avoir remonté ce sujet, c'était vraiment les développeurs front qui nous ont dit en fait il y a un sujet sur l'accessibilité. Et donc on a commencé à regarder ça il y a quelques années maintenant. Et comme tu le soulevais, en fait, on fait partie du coup, on est quand même une grande entreprise avec beaucoup de personnes. Voilà. Et donc, en fait, pour comprendre un peu comment apporter l'accessibilité sur une plateforme qui est legacy, qui a changé plusieurs fois de techno depuis, ça fait presque 20 ans maintenant que Le Bon Coin existe. Donc un site web qui avait quand même pas mal d'écrans legacy aussi, même si on fait évoluer les technos, comme je le disais. On a les apps, du coup on a 2 apps à aller chercher, donc 2 technos différentes, et surtout sur un domaine d'accessibilité qui était finalement assez peu maîtrisé dans l'ensemble. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on a 30 millions d'utilisateurs, on a globalement un Français sur 2 qui utilise Le Bon Coin aujourd'hui, et donc on a cette responsabilité d'améliorer l'accessibilité et on l'a pris plutôt sur ce principe-là qui est on n'exclut pas d'utilisateurs de notre plateforme. Il faut vraiment qu'on ait cette considération d'aller chercher toute personne qui souhaite accéder à notre plateforme. Et c'est aussi du coup le principe de cette réglementation, c'est aussi de donner l'accès à toute personne sur le produit. Et donc il a fallu déjà faire un audit, de voir à peu près où on en était. On s'est aperçu qu'on n'était pas très bon. Et effectivement, on n'était pas très bon. Est-ce qu'aujourd'hui on est au niveau attendu de l'accessibilité? Pas encore, mais c'est un chantier qu'on a pris à bras le corps. Donc on a Laura chez nous qui était de la Design Ops, qui s'est mise sur le sujet pour prendre vraiment tout l'audit qu'il fallait faire. On s'est fait accompagner d'associations sur le sujet pour vraiment avoir un audit très clair sur là où on en était et c'était quoi le chantier à venir. Effectivement, le chantier est... Exactement. Globalement, on a plus de 2000 écrans, on a 60 équipes qui doivent travailler sur le sujet. Donc c'est un projet qui, mine de rien, est titanesque, parce qu'il faut aller revoir à peu près toutes les guidelines possibles, avec des écrans qui sont arrivés il y a plus ou moins longtemps dans le temps. Donc on s'est appuyé sur un design system aussi qu'on a mis en place chez nous. Et donc on a fait évoluer ce design system. Oui, alors du coup le design system est aussi un chantier en soi. Bien sûr. Parce qu'en fait, une fois qu'on a des principes, du coup après il faut le déployer. Et il faut embarquer ces mêmes 60 équipes sur un chantier qui va prendre du temps, puisqu'il faut repasser sur l'intégralité des écrans. Bien sûr. Et après, encore une fois, il faut se faire accompagner parce que savoir développer, mais même avant ça, savoir concevoir des maquettes de façon accessible, que ça passe après dans un principe de je sais comment développer avec les bons outils de façon accessible, de tester du coup de tester l'accessibilité dans la phase de développement et de suivre que ça fonctionne. En fait c'est toute une chaîne qui va mettre beaucoup de temps à arriver et donc je sais que c'est un chantier qui doit être fait et qu'on continue et qu'on travaille au quotidien, mais maintenant ça fait partie des principes même de conception. Okay. L'accessibilité est essentielle justement pour aller vers un produit qui va pouvoir toucher l'ensemble de la population. Vous êtes passé d'une implémentation, déploiement de l'accessibilité à maintenant être presque accessible, en tout cas by design, réflexion. Dans l'absolu, by design, on doit être accessible. Ouais, ok. Super clair. Toi qui es quand même plutôt dans les sujets aussi avant-gardistes, etc., c'est quoi les tendances que tu vois venir dans le métier de product manager? Ça va être ma première question. Et peut-être demain aussi qui impacterait le métier du Bon Coin, les marketplaces, les verticales. Alors c'est un sujet assez vaste. Après je dirais l'intelligence artificielle pour pas, bien sûr. Pas couper au sujet. Mais du coup jusqu'où tu vois? Est-ce que demain, le produit va être agentifié complètement? Comment tu vois les choses là-dessus? En fait, alors je suis très optimiste. Peut-être que je pourrais paraître naïf. Non, moi je suis très optimiste. Je pense que le métier du produit va changer, et tous les métiers d'ailleurs vont changer. Parce que même les métiers de la tech changent. Enfin, des côtés développeurs vont changer aussi. En fait, tous ces métiers-là vont changer. Mais je pense, et je suis encore un peu optimiste là-dessus,
je vais pas dire un peu d'ailleurs, je suis optimiste là-dessus, c'est qu'on va être plutôt des produits augmentés. En fait, on va pouvoir déléguer une partie, parce que mine de rien, la Les vie tâches du simples. produit, les tâches simples, les tâches presque administratives Ouais. sont assez lourdes, souvent à la charge du produit. Et ça, en fait, j'espère vraiment qu'on puisse l'automatiser. Qu'on puisse suivre notamment une analyse de données, de se dire, en fait, je suis autonome, j'ai un agent qui va pouvoir me dire globalement ce sujet, les résultats que j'attends, les Les insights, tendances, ouais. vraiment de prendre des insights, mais du coup de ne pas perdre trop de temps justement à faire tout ça, parce que mine de rien, il faut C'est aller voir, chronophage, ouais. il faut aller voir 12 outils différents, aller voir 12 personnes aussi pour leur demander, et ces personnes-là, elles, pourraient gagner du temps à faire autre chose. Et donc, en fait, je me penche plutôt sur l'IA, sur regarder bon, évidemment, il ne faut pas faire confiance 100% à une IA. Je le rappelle aussi, c'est pas parce qu'elle dit quelque chose que c'est forcément vrai. Et donc, c'est de passer moins de temps à faire ces tâches-là, mais de penser plutôt stratégie. Parce que ça, on va pas on va pas la déléguer, pardon. Et donc on doit pas déléguer la partie créativité non plus. Parce qu'en fait, on peut produire Ça des maquettes de accélère la façon créativité, automatique. Ça peut accélérer la productivité. Mais la créativité, elle reste propre à l'humain, en fait. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, demander à une IA de créer, elle a quand même besoin qu'on lui donne un ordre. Donc c'est le principe même. L'humain doit être là pour la créativité. Et donc ça, c'est essentiel. Je pense que on aura plus de temps justement pour travailler sur, ok, c'est quoi mon produit demain, et donc justement avoir plus de temps pour voir une vision long terme sur chaque périmètre ou chaque produit. Réflexion sera supérieure à production. Exactement. Ça, c'est intéressant parce que du coup, pour avoir vécu le rôle de PO, de PM, et ben, la partie production prend beaucoup de temps, plus que la partie réflexion en général, et alors que c'est tout le cœur de ce qu'on aimerait faire, c'est travailler plutôt sur la réflexion. Intéressant. Et peut-être plus sur le corps. Est-ce que tu Alors, as des impacts ou des signaux faibles sur le métier du Bon Coin, la manière en fait, aujourd'hui, d'adresser le service au client? si on prend un peu l'historique, avant, quand on cherchait quelque chose, on allait sur Google. Et bien, demain, c'est pas sûr qu'on aille sur ce type de produit. On ira peut-être sur une IA. Ou alors Google va changer, évidemment. Mais en tout cas, on a des habitudes qui vont changer. Puisque les gens vont attendre à faire le moins d'actions possible. Bien sûr. Et donc, si je parle à une IA, et l'usage augmente de jour en jour, hein, si je parle à une IA, bah, demain, j'aurais peut-être pas envie d'écrire non plus. Et j'attendrai à ce que l'IA me donne des résultats et me mette en relation avec quelqu'un. Donc c'est ce type de changement sur lequel il faut qu'on se prépare. Ça se trouve, ça ne le sera pas le cas. Et en plus, nous, on doit aussi être là pour proposer un contenu de qualité et de continuer à produire ce contenu et d'attendre de l'humain qu'il le produise aussi. Ça, c'est l'un des enjeux aussi sur lesquels il faut qu'on fasse très attention, puisque le full IA, pour moi, il faut qu'on mesure ce risque-là dans l'absolu, puisque en fait, l'IA se base sur du contenu produit par des humains. Si demain, il n'y a que du contenu produit par des IA, on aura un problème de qualité et de véracité, en fait. Et donc, le trust sur toutes les plateformes, il faut être vigilant à ça. Il faut toujours mettre l'humain au centre et du produit et des technologies qu'on utilisera pour faire ce produit. Top, merci hein, Ludovic pour toutes tes explications. Du coup, peut-être un sujet emblématique que tu aurais en tête, qui existe voilà, chez Le Bon Coin et qui n'y aurait pas ailleurs, et sur lequel tu aurais envie de parler un petit peu. Alors, en fait, en donner un, ce serait compliqué. Et comme je suis un peu un pirate, je vais en donner deux, si ça ne te dérange pas. Non, non, pas du tout. Au contraire. Il y a, comme j'en parlais tout à l'heure, l'automatisation des parcours. On a su très bien automatiser le dépôt. Et donc, en fait, aujourd'hui, si tu rentres une photo et un titre, globalement, on a rempli l'essentiel du dépôt. Donc, en fait, on va savoir de quelle typologie c'est, quelle catégorie, les critères qu'on demande qui vont servir à l'efficacité, on va les pré-remplir. On va te proposer de la description automatique parce qu'on a souvent le syndrome de la page blanche au moment où je ne sais pas quoi raconter dans mon annonce. Exactement. On sait globalement la localisation puisqu'elle a déjà été partagée par l'utilisateur précédemment. Et donc en fait, le parcours du dépôt expose l'essentiel du contenu, mais on sait du coup comment remplir au maximum et l'utilisateur le dépose très très vite.
Et donc ça, c'est l'un des exemples phares qu'on a sur Pour l'automatisation. mesurer justement la vitesse de dépôt. Exactement, ça on le suit. Ouais. Et puis le taux de transformation du parcours, parce que ça reste un tunnel, hein, donc on doit le suivre au micron près, celui-ci. Le churn, Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on met en place. On a des fonctionnalités aussi sur la messagerie qui sont, on détecte les messages et donc on propose des réponses pré-rédigées ou des premiers messages pré-rédigés. Ok. On propose aussi dans l'expérience de recherche maintenant la recherche par image. Et donc, je peux prendre un bien et savoir globalement exactement et d'avoir la liste sur le bon coin avec ce qu'il existe et à combien et donc c'est quoi la proposition de valeur que je vais avoir. En gros, là, je suis en train de parler quasiment tout le produit, mais c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est l'IA qui se voit pas, mais toutes les fonctionnalités d'automatisation qu'on a mis en place pour justement simplifier la vie de l'utilisateur au quotidien. Ok. Et j'en ai un deuxième, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on vient de sortir. Ah, On a la protection panne, tout à fait. On a la protection panne qu'on a lancée sur les catégories électroniques. Ok. Donc en fait, maintenant, dans le cadre de la transaction, pour quelques euros, entre 3 et 12 mois, vous pouvez assurer la réparation d'un produit lors d'une vente entre particuliers. Ah, chouette. Et ça n'existait pas C'est une jusqu'ici. sorte de garantie. Alors, c'est pas une garantie, mais c'est Mais juste qu'on c'est assure le un fait service. que, exactement, Ok. on a un service qui va pouvoir réparer le bien. Donc, on peut acheter un téléphone, un smartphone, on va le dire plutôt. Ouais. On va acheter un smartphone Si dans jamais d'ici il y a un quelques aléa. mois, et c'est souvent le frein d'acheter de la seconde main, Oui. et surtout sur les catégories électroniques, si mon téléphone tombe en panne, je sais que je vais pouvoir me le faire réparer et que ce sera pris en charge parce que j'aurai pris du coup au moment de la transaction. Ah, chouette, c'est un bel exemple emblématique, j'imagine, avec une bonne discovery justement. Sur les Exactement, freins, celui-ci était etc. important, les freins de la transaction, puisque du coup, on a une ADN de proximité. Les utilisateurs utilisent le bon coin aussi pour se voir entre eux et se rencontrer, mais on a proposé le service transactionnel. Mais le service transactionnel, pour le mettre en avant et assurer du coup le fait que ça rassure les gens d'acheter aussi à distance, surtout sur des catégories électroniques, ce type de fonctionnalité, ça a été un discovery qui a pris du temps. Et en tout cas, je félicite les équipes aussi qui l'ont lancé parce que vraiment, c'est ils chouette, ont parce vraiment que, très bien travaillé. Du coup, maintenant en production, etc. Exactement. Chouette, bah, du coup, acheter des appareils électroniques sur le bon coin, vous êtes dérisqué là-dessus. Excellent, excellent. Ludovic, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Pour cet échange. Du coup, allez tester les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux services de la plateforme. Très chouette pour cet échange. Si on veut te contacter, j'imagine que Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Voilà, sur LinkedIn. Écrivez à Ludovic si vous avez des questions ou réactions, commentaires ou des félicitations pour tout ce qu'il nous a raconté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!